Monsieur Giraud, je vous propose qu'on démarre. Ça marche. Ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle rencontre interdépartement d'addictologie. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Julien Giraud, directeur de l'Observatoire régional de santé Nouvelle-Aquitaine, qui va nous présenter les différentes missions de l'ORSA, enfin de l'ORS-NA, pardon, et, euh, et avec un éclairage un petit peu plus particulier sur les apports potentiels dans le domaine de la dictologie. Donc, comme à notre habitude, on vous propose une demi-heure à peu près de présentation, et puis après, on se laisse un temps de réponse et de questions et de réponses par rapport à votre présentation. Et pour rappel, votre présentation est enregistrée et seule votre présentation pour une possibilité de revoir la vidéo après sur le site de SAMSI dans le secteur RIDA. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Giraud. Eh ben, merci pour l'invitation et puis pour l'occasion qui m'est donnée effectivement de présenter l'ORS finalement à des acteurs à vous que finalement on connaît assez peu et avec lesquels on échange probablement trop peu. Donc moi je suis Julien Giraud, je suis effectivement le directeur de l'ORS ENA, Nouvelle-Aquitaine. Vous aviez peut-être l'occasion d'échanger avec Nadine Scandella préalablement pour certains d'entre vous. Et donc Nouvelle-Aquitaine. Du fait de la loi NOTRe, hein, les trois ORS précédents ont fusionné en 2017. Et voilà, et maintenant on couvre la Nouvelle-Aquitaine avec trois sites toujours présents, Poitiers, Limoges et Bordeaux, où l'équipe se répartit, hein. C'est une seule équipe, mais des salariés qui sont toujours présents sur ces trois sites. Voilà, alors le titre est peut-être un peu présomptueux, en tout cas dans les domaines de l'observation en addictologie, hein. Nous on fait pas de prise en charge, on est vraiment en appui de ce que vous pourriez avoir besoin dans le cadre de vos pratiques en matière de connaissances ou de contextualisation. Deux mots sur l'ORS pour ceux qui connaissent pas. Donc l'ORS est une association, loi 1901, comme quasiment tous les ORS, parce que je crois pas avoir mis de diapo, mais effectivement il y a un ORS dans chacune des régions métropolitaines et dans les autres territoires, hein, DOM et DROM. Et quasiment tous les ORS sont des associations. Et nous, notre vocation, c'est effectivement d'essayer de contribuer à mieux connaître l'état de santé de la population. En gros, c'est d'objectiver les situations, renseigner les inégalités sociales et territoriales. Et tout ça en prenant en compte l'ensemble des déterminants de santé. Alors pour ceux qui connaissent le schéma de Dahlgren, là, qui date un peu maintenant, mais qui est assez visuel. Nous, on est vraiment des généralistes de la santé publique. Alors je ne sais pas si vous me parlez, Monsieur Rassi, mais votre micro est désactivé. Monsieur Rassi, vous me parlez? Votre micro est désactivé. Oui, veuillez m'excuser, il y a des micro-coupures quand vous Ah, parlez. Euh, d'accord. voilà. Voilà, mais bon, on va reprendre. Est-ce que veuillez m'excuser, hein, c'était pour voir si Mais vous faites bien de me le signaler. vous Nous, marchez on n'a sur pas eu de, ou on pas. n'a pas eu de micro-coupure hein, au Ah, niveau ok. Merci, Saman. Alors, ça réseau. vient de mon poste. Ok, tout va bien. D'accord. Veuillez m'excuser. Voilà, donc moi je le disais, on est des généralistes de la santé publique, donc pas des spécialistes de la dictologie ou de la santé mentale, hein. On est amené à travailler vraiment sur tout le spectre des déterminants, les déterminants individuels, mais on travaille aussi de manière plus globale, parfois sur des politiques transversales et politiques de santé, sur l'urbanisme favorable à la santé, sur les questions de démographie médicale. Enfin voilà, donc on a un champ d'observation qui est très très large, ce qui fait qu'on a une vision très transversale des questions de santé publique. Mais en miroir, on peut manquer d'expertise sur certains sujets, c'est évident. Et quand c'est le cas, on essaye, nous, de s'appuyer sur des experts des sujets. Voilà, on est une équipe, nous, de 15 personnes avec des compétences assez diverses, démographie, évidemment, épidémio, sociaux, alors sociaux, oui et non, on fait des approches qualitatives, mais on n'a pas vraiment de compétences très pointues en sociaux, en statistique, évidemment, voilà, tout ce qui fait un peu le panel des outils nécessaires à l'observation.
On travaille à la compréhension des phénomènes des populations via souvent la réalisation d'enquêtes, mais on va y revenir. On accompagne les territoires, on a une grosse partie de notre activité qui est en lien avec les dispositifs que vous connaissez évidemment, les contrats locaux de santé, grosse intervention dans le cadre des CLS. Un peu portion congrue sur les CPTS, mais un peu quand même. Et puis une approche aussi auprès des CLSM et des PTSM, des plans territoriaux de santé mentale. Tout ça étant canalisé par le biais de commandes, on va dire, de l'Agence régionale de santé, qui est notre principal financeur. 75%, on va dire, de nos financements viennent de l'ARS. Donc voilà, donc un travail qui est pas seulement statistique, mais qui vise bien à accompagner les territoires ou les collectivités dans leur démarche voilà, d'identification de priorités ou d'enjeux territoriaux. Hein. Les territoires en Nouvelle-Aquitaine sont très très divers et puis accompagner des acteurs qui peuvent être très spécifiques sur les territoires. Pas seulement, on n'est pas seulement des producteurs de données. Voilà, on a des partenaires qui sont très multiples. Je vous l'ai dit, l'ARS c'est notre principal partenaire, mais ensuite on a aussi des relations avec les unions professionnelles, avec certains centres hospitaliers parfois, ou avec des départements ou des collectivités. Et puis nous sommes un réseau national, donc je vous le disais, il y a un ORS dans chacune des régions. Et on a une petite fédération au niveau national qui fait le rôle de lobbying avec la DGS, avec lequel il y a une convention et avec les autres têtes de réseau, je dirais, au niveau national. Voilà, on a des relations, par exemple, de travail avec l'OFDT. Voilà, bon, je passais assez vite, mais voilà, on a des missions vraiment très transverses et on tient, nous, à ce qu'on ne pas être résumé à des producteurs de données. Voilà, bon, je vais passer sur le plan de la présentation qui ne va pas forcément vous intéresser. Comment on travaille? Donc, en gros, on a différentes approches. Alors, j'ai mis exploitation de rapports d'activité ou de dispositifs spécifiques. Certains d'entre vous connaissent probablement l'ORS par les échanges que vous avez pu avoir avec certains de mes collègues via l'exploitation des rapports d'activité, les différents rapports d'activité qui présentent tout ce qui est produit dans le cadre de prise en charge de populations spécifiques dans le domaine de la dicto. On va y revenir. Quand la donnée n'existe pas, on produit des enquêtes ad hoc ou des approches qualitatives. Donc, on va y revenir. C'est pas la partie majoritaire de notre travail, mais elle est importante parce que quand on met en place une enquête, on mobilise beaucoup de ressources et de financement et on s'aperçoit que finalement, la nécessité de mettre en place ces enquêtes, elle est de plus en plus forte, notamment avec la fusion des régions. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un seul chiffre régional pour 12 départements avec des réalités territoriales qui sont très très diverses, finalement, on a assez peu d'informations. Une prévalence régionale Nouvelle-Aquitaine apporte finalement assez peu d'enseignements au vu de la diversité des réalités. Et puis, on a une autre volet qui est assez majeur, qui vise l'exploitation des bases de données médico-administratives qui existent, et notamment, c'est probablement le plus riche, le système national des données de santé, pour lesquels les ORS ont un accès permanent par décret. Il y a assez peu de structures, donc ça a été un gros travail de notre fédération que de pouvoir obtenir cet accès permanent. Donc on a des personnes formées dans l'équipe à l'exploitation du système national des données de santé. Et voilà, recours précieux pour travailler sur les parcours, sur les prises en charge et le recours au système de soins. Donc tout ça, ça nous sert à objectiver l'aide à la décision et puis évidemment à rechercher des facteurs d'inégalité ou des facteurs associés à différents phénomènes. Je sais pas comment vous voulez procéder. Oui, on fera les questions après. Les rapports d'activité, j'en ai parlé. Donc nous, depuis 2017, en fait, depuis la fusion, et je crois que précédemment en Aquitaine, il y avait déjà ce dispositif. Nous, l'ARS nous demande d'avoir une approche un peu descriptive des différents rapports d'activité des structures que j'ai citées ici. Et donc depuis 2017, on fait de manière assez linéaire, je dirais, et probablement pas assez dynamique, mais c'est la commande un peu qui nous a fait au niveau de l'ARS que d'aller piocher, essayer de standardiser les informations qu'on reçoit de part et d'autre pour essayer de les mettre en forme et de pouvoir transmettre une vue régionale de l'activité de ces différentes structures. Donc ça, on le fait depuis 2017.
Et du coup, moi, en préparant cette petite intervention rapidement, je me suis dit finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas, avec votre expertise et votre aide, parce que vous le savez forcément, mais peut-être qu'il y aura un besoin d'objectivation au niveau régional, c'est de voir l'évolution peut-être des publics, des populations qui sont reçues dans ces structures de prise en charge, de voir quels sont les produits et la part qu'ils prennent. Enfin voilà, il y a peut-être une lecture transversale et historique, une évolution à faire dans les prises dans ce qui est produit par toutes ces structures qui ont un champ d'activité assez large auprès de publics qui sont là aussi assez larges. Là, j'ai mis 2 tableaux que j'ai pris un peu au hasard, mais qui montrent en 2016 et en 2021 la part des produits identifiés comme le plus dommageable par le clinicien. Voilà. Alors, est-ce que nos tableaux traduisent une vraie réalité? Ça, c'est avec votre expertise qu'on pourrait le faire. Mais finalement, voilà, la place du cannabis qui aurait tendance à diminuer. Là, par contre, les cocaïnes, l'amphétamine et le crack, ces proportions dans les files actives comme produits le plus dommageable auraient tendance à augmenter. Est-ce que ça rejoint des réalités qui sont les vôtres? Enfin voilà, il y a peut-être un échange à avoir en fin de présentation sur ce qu'on pourrait sortir de plus dynamique de ces approches qui sont pour nous très linéaires et très descriptives de l'activité de vos structures finalement. Donc peut-être un champ d'échange en fin de présentation. Quelques slides pour vous montrer des exemples d'enquêtes qu'on a réalisées en population. Je le disais, l'intérêt pour nous et puis pour les commanditaires, alors qu'ils sont souvent l'ARS, la région, parfois l'ARS et la région. Alors là, je vais l'illustrer auprès des jeunes, mais on a aussi des approches en population générale. L'intérêt, il se fait de plus en plus fort, effectivement, hein, vraiment sur la Nouvelle-Aquitaine. Les données ou les enquêtes nationales souvent butent à cette échelle territoriale de la région et finalement on conduit pas une politique régionale avec juste une prévalence quand bien même elle serait disponible par sexe, c'est pas suffisant. Donc nous les commandes qu'on nous fait sur les périodes récentes, c'est d'aller à l'infra-régional et donc souvent l'échelon qu'on retient c'est le département. J'ai choisi de présenter quelques-unes de ces enquêtes. L'enquête Zoom Santé, qui est une enquête transversale réalisée en population générale chez les adultes, et qu'on a réalisé 2 fois en 2018 et 2021. Je vous en parle parce que dedans, il y a des indicateurs de consommation. Alors alcool, tabac essentiellement. Et l'idée de cette enquête, c'est de pouvoir suivre dans le temps différents indicateurs à l'échelle départementale. Là, la dernière, vous voyez, les chiffres qu'on vous présente, c'est un peu plus de 5400 questionnaires qui ont été exploités à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et si on resserre sur les jeunes, là j'ai extrait une présentation qu'on avait fait spécifiquement sur les populations jeunes. C'est à peu près 600 jeunes de 18 à 25 ans sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, qui aborde cette enquête différentes dimensions, encore une fois, mais notamment les consommations d'alcool, tabac pour les suivre dans le temps. Et nous, on a défini un seuil de représentativité autour de 400 personnes par département pour avoir quelques chiffres départementaux. On a réalisé d'autres enquêtes qui sont beaucoup plus thématiques, ou en tout cas sur des publics plus resserrés. Alors, on a fait une enquête auprès des apprentis en 2018, avec un financement région Nouvelle-Aquitaine. Et là aussi, on a quelques indicateurs que je vais présenter rapidement sur les consommations d'alcool, tabac et autres produits. Et là, l'idée de cette enquête, c'était d'aller à l'échelle départementale, certes, mais aussi d'avoir une approche par filière et par niveau. Et on s'est aperçu que dans les résultats, parler des apprentis, ça n'avait pas beaucoup de sens, mais qu'il fallait avoir une approche plus fine pour mieux connaître les consommations. Et là, vous voyez, on a un peu plus de 3600 questionnaires qui sont exploitables et qui ont été exploités. Une autre approche auprès des missions locales. Donc là, on est sur un public un peu plus âgé, on va jusqu'à 25 ans. Mais là aussi, c'était transversal, mais on s'est aperçu qu'il y avait là aussi des indicateurs de consommation de produits qui étaient assez discriminants par rapport aux autres types de populations. Là, ça fait plus de 2600 questionnaires qui ont été exploités. Et enfin, la dernière, cofinancée par l'ARS et la région, qui est en cours d'exploitation encore, qui est là aussi une enquête transversale. C'est-à-dire que quand je parle d'enquête transversale, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aussi bien à la consommation de produits, dommageables ou pas, mais à la nutrition, au bien-être à l'école, voilà, multidimensionnelle, on va dire. À chaque fois, ce sont des enquêtes qui sont réalisées par auto-questionnaire.
et sur évidemment des plans de sondage qui en font des enquêtes qui sont représentatifs. Alors là, on a enquêté dans tous les départements, dans tous les types de lycées, publics, privés, on a même inclus l'agricole aussi, et puis voilà, vous voyez, un peu moins de 6000 questionnaires qui ont pu être exploitables sur cette enquête. Donc je vous présente là quelques slides avec quelques indicateurs de consommation. Sur le tabagisme régulier, vous voyez que les chiffres divergent assez fortement selon les types d'enquêtes. On a essayé de rapprocher en fait les consommations auprès des différents publics. Les lycéens, on est autour de 11,3% de tabagisme régulier. Alors, si vous avez en tête les chiffres des grandes enquêtes en classe ou Escapade, hein, ce sont des indicateurs qui continuent de baisser. Mais à l'intérieur même des lycées, on s'est aperçu qu'il y avait des différences assez importantes selon le niveau, avec des consommations de tabac réguliers plus importantes dans les filières pro. Au niveau de l'apprentissage, vous voyez qu'on a des niveaux de tabagisme qui sont plus importants. Alors, il y a un petit décalage dans le temps aussi, il faut en tenir compte. C'est vrai que au cours des dernières années, le tabagisme a fortement reculé, donc le gap entre les lycéens et les apprentis est probablement un peu plus réduit. Mais l'intérêt de cette enquête, c'était de montrer aussi qu'il y avait des différences selon le niveau, qui était très important, le niveau d'apprentissage, et également selon la filière, avec des maximums qui sont atteints de presque un jeune sur deux qui fumait régulièrement dans certaines filières, notamment le commerce et la distribution. Chez les missions locales, là aussi, des différences qui sont assez importantes selon qu'on est bachelier ou pas, avec pas loin de 10 points d'écart, et puis selon aussi les tranches d'âge observées. En population générale, chez les 18-25 hein, seulement, là, donc les chiffres présentés sont centrés sur cette tranche d'âge et pas sur la population des 18 et plus. On a des chiffres qui rejoignent un peu plus et on va dire qui lissent des effets précarité, et donc avec un chiffre qui se rapproche des chiffres du lycéen. On est aussi sur des tranches d'âge qui vont un peu plus loin, 18-25 ans. Sur le vapotage, on a assez peu de chiffres, donc ça me semblait important de vous montrer ça. On est autour de 4% d'un usage quotidien du vapotage, avec des écarts là aussi selon le niveau et selon les filières, une fréquence plus élevée chez les terminales professionnelles, une augmentation plus en avance dans la scolarité et selon les niveaux aussi. Chez les missions locales, on est à peu près sur les mêmes proportions, et là aussi des prévalences qui augmentent chez les plus âgés. Et puis en population générale, on est un peu plus élevé, mais là aussi parce que on a dans notre échantillon en tout cas des personnes un peu plus âgées. Voilà, ce qu'on a pu voir sur l'enquête Zoom entre 18 et 21, c'est la montée de la prévalence du vapotage en population. Sur les usages réguliers d'alcool, là aussi, hein, les grandes enquêtes montrent que l'usage régulier a tendance à diminuer. Alors là, on n'a pas fait d'évolution chronologique parce qu'on n'avait pas forcément tout le matériel pour le faire, notamment chez les jeunes, mais sur les usages réguliers, là aussi, pas de surprise, on s'aperçoit, pas de surprise. Malheureusement, en tout cas, ça rejoint ce qu'on sait sur les inégalités sociales. Des usages réguliers qui sont plus élevés dans les filières professionnelles. Là aussi, une augmentation avec le niveau de scolarité qui est corrélé à l'âge, hein, donc c'est cohérent. Et puis là aussi, vous voyez, et c'est vrai pour quasiment tous les indicateurs, hein, des indicateurs qui sont assez nettement distingués chez les apprentis. Et là aussi, avec des différences selon les filières et les niveaux d'apprentissage qui sont très marqués. Alors dans l'apprentissage, c'est assez particulier, vous avez des filières qui sont très très genrées, donc il y a un effet sexe et genre qui joue fortement, mais là aussi c'était intéressant de pouvoir objectiver ces différences de consommation qui sont majeures. Et puis sur les missions locales, on a des niveaux là aussi un peu plus élevés que chez les lycéens, et là aussi il y a un effet âge qui joue. Sur les API, les alcoolisations ponctuelles importantes, alors on a deux indicateurs, je ne vais peut-être pas les détailler tous les deux. On a les alcoolisations ponctuelles importantes régulières ou répétées. Donc si on regarde par exemple les régulières qui sont, donc c'est plus de 6 verres en une seule occasion, 10 fois par mois.
On a des 2,4% chez les lycéens. Bon, évidemment, là aussi, sans surprise, une fréquence plus élevée chez les garçons et plus élevée, là aussi, selon le niveau et la filière professionnelle. Chez les apprentis, le niveau est beaucoup plus important, là aussi, 10,2%. Et à l'inverse, là, ça diminue avec le niveau. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des apprentis, y compris en milieu universitaire. Là aussi, des différences par genre. Et puis chez les missions locales, on est à 7,5 points. Plus souvent chez les 15-17 ans, donc finalement la tranche des plus jeunes, des jeunes qui fréquentent les missions locales, et plus fréquent, des âges plus fréquents dans les missions locales qui sont implantées plutôt en milieu rural. Sur le cannabis, je vais pas redire à chaque fois les déterminants qui ressortent, on fait à peu près les mêmes constats. 3% des lycéens. Alors là, je vous présente pas les résultats départementaux qui sont en cours d'analyse. On va voir aussi ce que les effectifs permettent de faire. Mais l'intérêt de ces enquêtes lycéens et missions locales, alors pas pour missions locales, mais lycéens, ce sera d'avoir des chiffres départementaux. Voilà, dans le droit fil de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un pilotage des politiques qui soit un peu plus près des réalités de terrain. On peut penser que les comportements de santé, on le sait d'ailleurs, sont un peu différents quand on se trouve à Bordeaux Métropole, centre ou dans les espaces périurbains que dans dans les territoires très ruraux type Creuse. Voilà, je vais peut-être pas commenter tous les chiffres parce que je suis pas sûr c'était vraiment l'objet. Moi, l'idée c'était de venir illustrer le type d'indicateurs qu'on pouvait produire à notre échelle et dans nos enquêtes, qui sont à mon sens bien sous-estimés. Quand même quelques dernières diapos sur les usages des écrans. Et le ressenti, qui pour le coup sont des choses qui sont assez peu documentées à l'échelle régionale. Donc nous, on a questionné sur le temps passé et la perception du temps passé sur les jeux vidéo et les écrans en règle générale, en essayant de distinguer les différentes approches, approche réseaux sociaux, approche jeux vidéo, approche recherche Internet. Donc vous voyez que là, il y a 11% des lycéens qui pensent, pour lesquels l'activité est très importante, avec un niveau plus élevé, nettement plus élevé chez les garçons. Sur les réseaux sociaux, vous voyez que les choses sont plus comparables chez les garçons et chez les filles. Et puis on a essayé, alors là je pense qu'il faudra qu'on essaye de le travailler aussi. Alors là vous avez les temps consacrés à ces différents les temps d'écran. Un lycéen sur deux qui passe plus de 4 heures par jour en semaine devant les écrans. Alors, vous avez les prévalences par temps passé en dessous. Et puis, au moins 4 heures par jour en week-end devant les écrans pour 65% des lycéens. Il y a plus de temps disponible, ce qui s'explique. Et puis, on a commencé à travailler, mais là, j'ai vu que le professeur Henri était connecté. Ce sont des choses qu'on probablement on essaiera de travailler plus finement avec vous. On a essayé de travailler à la construction, de s'appuyer sur les indicateurs des échelles GAS pour essayer d'identifier des prévalences d'usage problématique chez les lycéens. Pour l'instant, nos premiers traitements, ça serait à peu près un lycéen sur 5 qui aurait un usage problématique pour les jeux vidéo et 1 sur 4 pour les réseaux sociaux, avec des prévalences plus élevées pour les réseaux sociaux chez les filles, presque une fille sur un tiers des filles. Voilà, donc l'idée c'était pas forcément de rentrer, pour moi en tout cas, dans le détail de ces indicateurs, mais de plutôt illustrer ce que vous pouvez aller retrouver dans nos enquêtes. L'idée c'était voilà, de vous dire qu'il y avait un certain nombre de travaux qui pouvaient éclairer la connaissance des phénomènes que finalement vous traitez et vous accompagnez au quotidien. Qu'on peut être aussi une ressource pour mieux connaître les acteurs et les territoires. Je parlais des rapports d'activité des structures qui traitent de ces sujets, mais pas seulement. Je pense que nous, on est vraiment au contact de tous les acteurs qui sont au sein des contrats locaux de santé. Et que finalement, on peut-être être à un moment, alors ça va dépendre d'une certaine structuration, mais être des relais entre les pratiques ou la recherche et l'investissement des acteurs de terrain et qui font la coordination. On peut être en tout cas un dérouage, on le pense.
Et puis, on pense, là aussi, c'est un des leviers, on vient d'écrire un projet stratégique de l'ORS, mais c'est un de nos axes, c'est d'essayer de renforcer un peu l'aspect collaboration avec des projets de recherche et des équipes de recherche, parce que finalement, on a un matériel qui est utilisé, on l'espère, par l'ARS, mais finalement qui est probablement assez peu utilisé et peu connu par les équipes de recherche. Je l'ai pas précisé, mais on peut aussi accompagner certaines évaluations de dispositifs. On le fait notamment, par exemple, sur une enquête un dispositif de prévention qui est mis en place dans la Creuse actuellement, le dispositif PrimePrev. On accompagne la démarche d'évaluation. C'est un dispositif qui traite justement, alors avec France Addiction, hein, qui est évidemment un des co-porteurs du projet, pour essayer de voir quels sont les impacts des actions qui sont mises en place auprès des élèves de CM. Donc voilà, on pense avoir une place dans ce cadre-là. Et puis enfin, pour finir, les ressources sur notre site internet, vous trouverez les publications, et puis un portail qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est un Géoclip, donc c'est un site d'open data qui va donner, alors pour Ocarina notamment, beaucoup d'indicateurs de contexte social à des échelles fines, puisqu'on va de la commune, en gros, au département, à la région, passant pour certains indicateurs par le PCI ou le contrat local de santé. Donc ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, pour mieux connaître les territoires dans lesquels vous pratiquez. Je crois que j'ai fini. J'ai été peut-être un peu vite, je sais pas trop, je vais pas regarder la pendule. Mais voilà, je pense place à la discussion. Encore une fois, moi l'idée c'était pas forcément de rentrer dans le détail des études, mais plutôt de vous permettre de mieux identifier ce qu'on était susceptible d'apporter. Voilà, et voilà, je me tiens à votre disposition pour quelques questions et échanges.